Salut tout le monde, c'est en ce 19 novembre que nous fêtons la journée de l'homme et à l'occasion j'avais envie de faire un top, si vous voulez, subjectif de personnages masculins. Car oui, tous les hommes ne sont pas imparfaits. Alors qu'est-ce que j'entends par top? Eh bien ce n'est pas aborder les meilleurs personnages ni mes préférés. Si je parlais des meilleurs ça me semblerait un peu prétentieux et après tout on pourrait me dire à raison que tel personnage est meilleur. C'est juste que je n'ai jamais regardé cet animé, ce film, etc. Et pas mes préférés parce que mon avis serait très certainement biaisé et un personnage peut faire partie de mes préférés, pour autant je peux ne pas avoir grand chose à dire dessus. Par exemple j'aime énormément Harry Potter dans la saga éponyme, mais concrètement c'est un héros classique. Je suis pas fan du Seigneur des Anneaux, que je n'ai regardé qu'une fois, mais même là, je préfère Sam à Frodon. Alors oui, des fois il y a des héros que l'on vénère, mais c'est vrai que souvent on va préférer les personnages secondaires ou au moins le deuxième ou troisième personnage principal. Ou alors il faut avoir créé des personnages vraiment incroyables, du genre à tout hasard Light et L de Death Note, où là très clairement c'est impossible de penser « Oh quand même, je trouve qu'ils sont un peu ratés », ou de décrire ces personnages en seulement 2 lignes. Donc voilà, on va faire un mix entre meilleur et préféré. Je vais parler de personnages que j'estime vraiment dignes d'intérêt et que j'apprécie quand même énormément. C'est pas vraiment un top d'ailleurs, c'est plutôt une liste de personnages tirés de divers médias que je classe par ordre alphabétique en ne comptant pas les articles devant le nom du genre là. Je rappelle que c'est une vidéo subjective, donc il n'est pas impossible que vous ne soyez pas d'accord avec mes propos. C'est une liste purement personnelle, donc n'hésitez pas à me dire quel personnage masculin trouvez-vous excellent, se révèle intéressant, vous plaise, etc. C'est parti! Numéro 1, Yuzuru Otonashi dans Angel Beats. Alors là déjà on pose les bases dans cette vidéo et on les pose haut, parce qu'on commence avec un excellent animé et un excellent personnage principal. Alors déjà il faut préciser qu'Angel Beats est entre autres à la fois comique et dramatique. Et ce que l'on peut souligner c'est que l'anime manie ces deux aspects contraires à la perfection. Mais qu'est-ce que Yuzuru a de si spécial par rapport aux autres héros d'anime ? Eh bien, attardons-nous sur la comédie pour l'instant. Ce que l'on peut dire, surtout à propos des animés comiques, c'est que l'on a 2 types de héros. Le personnage principal qui est le plus rigolo, Kato Testo Shokonju, Saitoka no Ichizan, tout ça, même si on ne se lasse pas des autres personnages, ou c'est le personnage le plus sérieux, et ce sont finalement les autres personnages qui vont plutôt déclencher le rire. Kodomo no Jikan, Papa no Yokoto Kikinasai, etc. Et avec Angel Beats, on a plutôt l'impression de démarrer avec un héros assez sérieux. Il débarque dans un monde qu'il ne connaît pas, il est amnésique, donc on s'attend à un personnage qui découvre où il est, donc c'est pas trop l'heure de faire des blagues. Eh ben putain, patientez 2 minutes et je peux vous assurer qu'Otonashi n'a absolument rien à envier aux personnages qui l'entourent qui sont complètement déjantés. Quelque part, Yuzuru est comme l'anime, c'est un mix parfait entre 2 aspects opposés. C'est un héros très juste, très équilibré, il peut être sérieux ou à l'écart des autres. Par exemple, c'est lui le premier qui se demande si Kanade est vraiment leur ennemi, ou dans l'OAV avec l'opération du syndrome à haute tension, tous les autres y vont à fond alors que lui... Absolument pas, lui c'est plutôt « Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas vrai !» Ouais, ça fait vraiment le blasé qui se dit que ça sert à rien leur opération, c'est juste débile. Et en même temps, mon gars, et ma garce, par rapport à ce qu'est Angel Beats, Yuzuru est sans conteste l'un des héros les plus drôles, je pense. Tu le croyais sérieux, innocent, qu'il n'oserait jamais faire de remarques? Eh ben putain, comme il peut casser ses potes, c'est incroyable. En fait, je pense même que c'est réellement intelligent puisque l'on s'attend justement à voir un héros un peu à l'écart, donc du coup, l'entendre faire des blagues ou autre, ça surprend parce que tu ne t'attends pas à ça et c'est d'autant plus drôle. Ou alors, bordel, comme il peut avoir de ces comportements puérils qui sont totalement indignes d'un héros d'animé, le con du groupe provoque le héros. Normalement, il est censé répondre à un truc du genre arrête mec, soyons sérieux. Mais là, le gars, il joue le jeu à fond. Il répond à la provoque et, encore une fois, tu t'y attends pas. Je veux dire, sérieusement, essayez d'imaginer sans connaître le contexte. Vous voyez cette scène? Est-ce qu'à un seul moment, vous vous dites que vous êtes en train de regarder le héros de l'animé? Nope, absolument pas. Du coup, on a donc le héros aux 2 extrêmes. Le personnage sérieux et le personnage hilarant. Mais on peut encore aller plus loin et être juste au milieu. Par exemple, Yuri, la chef, parle de certaines opérations. Mais le truc c'est que c'est souvent métaphorique ou avec des termes techniques que Yuzuru, qui vient d'arriver, ne comprend évidemment pas. Donc on retrouve le personnage qui est à l'écart des autres, et en même temps le mec, il est capable de partir dans de ses délires, alors qu'en fait c'est très simple.
Pour vous donner une idée de l'incompréhension absolument hilarante du personnage, ça ressemble à ça. Préparez-vous. L'opération Raz-de-marée extrême va débuter. L'opération Raz-de-marée extrême ? Alors sortez vos maillots de bain, on se retrouve dans 10 minutes à la piscine. Hein ? Donc voilà, rien qu'au niveau de l'humour, déjà, il est intéressant. Ce n'est pas lui le clown de l'animé, ce n'est pas lui le comique de service, et en même temps, comme je vous dis, c'est l'un des héros les plus drôles. Un personnage surprenamment comique. Et je pense que vous l'aurez deviné puisque j'ai dit qu'Angel Beats était aussi un drame, Yuzuru est également un des héros les plus touchants qu'il m'ait été donné de voir. Alors ceux qui ne connaissent pas peuvent me dire « Laisse-moi deviner, il a un passé tragique, comme n'importe quel héros d'animé japonais ?» Oui, mais comme tous les personnages de cet animé en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages qui ont atterri dans cette espèce de purgatoire sont mortes. Bon déjà, ça t'annonce la couleur, et ce sont des ados qui n'ont pas eu une vie facile. Par exemple, Yuri, l'héroïne, mais c'est horrible ce qui lui est arrivé. Mais quelle bande de joyeux sadiques a bien pu écrire ça, bordel de merde! Et quand tu sais que te suicider ne te permet pas d'accéder à ce monde, moi perso ça m'étonnerait pas qu'elle soit devenue folle après les événements qu'elle a vécus. Mais bref, pour en revenir à Yuzuru, donc déjà, on sait qu'il est mort. Donc ça c'est génial, mais on va apprendre comment il est mort. Et c'est pas très joli. Mais on va également découvrir ce qu'il a vécu pour en arriver là. Et c'est vraiment à ce moment que tu te rends compte que la vie est une sale race qui va t'en mettre plein la gueule. Ce que je trouve bien fait, c'est que c'est assez subtil. Il y a beaucoup d'éléments qui vont te faire dire « Mais putain, pourquoi vous vous acharnez sur ce pauvre mec ?» Et en même temps, il y en a pas trop. Tu te dis pas « Ouais, là, c'est vraiment un peu gros, ça devient juste du tire-larme. » Encore une fois, Angel Beats a réussi à trouver le bon équilibre. Donc, Yuzuru Otonashi est pour moi un des meilleurs héros d'animé japonais et l'un des plus mémorables. C'est un personnage qui va vous faire rire, c'est un personnage qui va vous faire pleurer comme jamais, il est bien écrit, bien développé, très attachant. Donc pour moi, Angel Beats et son héros, c'est à voir absolument. Numéro 2, Eren Yeager dans l'Attaque des Titans. Bon, alors, soyons clairs, tous les garçons de l'Attaque des Titans mériteraient d'apparaître. Je pourrais très facilement faire un tir groupé parce qu'ils sont vraiment tous attachants et intéressants, mais j'ai voulu me concentrer sur Eren, le héros, le personnage principal, parce qu'il essuie pas mal de critiques. C'est quand même marrant d'accuser Eren d'être un héros générique, et de déclarer en même temps que c'est le personnage auquel on peut le moins s'identifier. Alors que justement, par essence, si le héros est générique, ni trop fort, ni trop faible, ni trop beau, ni trop moche, avec de la volonté, etc., c'est justement pour que des personnes lambda comme nous puissent s'identifier. On critique souvent le fait que la progression n'aille que dans un sens, et ça se voit particulièrement avec les deux genres. On prend une femme, on la rend badass, c'est cool. C'est une femme qui se masculinise. Cependant, l'inverse, on le fait pas trop. Un homme qui devient plus léger, plus doux, plus faible, bref, on le féminise, eh ben on est encore timide là-dessus. C'est un peu comme les filières en fait. On veut que les filles s'orientent vers des filières scientifiques, par contre que les garçons choisissent des filières littéraires, on en a légèrement rien à foutre. Bon, bien sûr, j'utilise les termes masculinise et féminise dans le sens de cliché, hein. Évidemment qu'il n'y a rien qui est propre aux garçons ou aux filles. Mais de manière générale, on apprécie quand même la femme forte, donc masculine, et l'homme fort, donc masculin. Autrement dit, les personnages, l'univers reste assez masculin puisqu'ils sont tous badass, ils n'ont aucune faiblesse. Ce n'est pas le cas de l'Attaque des Titans, et donc d'Eren. Le personnage est au juste milieu, il a ses forces comme ses faiblesses. Toujours de manière très cliché, il est masculin parce qu'il a une immense détermination, il a la rage de vaincre, il est combatif. Mais il est féminin parce qu'il a besoin d'aide. Il se retrouve dans des situations qui ne sont pas à son avantage. Et d'ailleurs c'est marrant, il se laisse aller à ses émotions. Mais attendez, les émotions, il me semblait que c'était propre aux femmes. C'est bizarre. Voilà, ni trop fort, ni trop faible. Il combine adroitement les deux. Il veut sauver son meilleur ami, donc il s'est fait capturer. Il s'est fait capturer parce qu'il a voulu sauver les autres. Il oscille toujours entre la force et la faiblesse. Il est courageux, fort, mais j'ai rarement vu un héros être autant un damoiseau en détresse. Il a besoin de se faire sauver, et ça c'est cool. Pour le coup, dans l'Attaque des Titans, les rôles sont inversés. Le héros, au sens traditionnel du terme, ou plutôt l'héroïne, c'est Mikasa. C'est elle la plus forte, c'est elle qui effectue les actions, et c'est une fille.
mais ce n'est pas une demoiselle en détresse. Au contraire, elle défonce tout et sauve les gens. Et Armin, qui est un garçon, est faible. D'ailleurs, Armin, c'est un peu le petit frère de tout le monde. Sa seule force, c'est son intelligence. Une qualité que l'on attribue généralement aux femmes. Et Eren, il est entre deux. Pas un génie, mais clairement pas un con. Pas le meilleur, mais clairement pas mauvais. Donc tout ça, je kiffe, c'est vraiment cool. Alors arrêtez de cracher sur ce pauvre Eren. Sauf dans les fanfictions yaoi, bien sûr. Et puis, personnellement, je m'identifie vachement en Eren, donc je ne vais pas le critiquer. En fait, selon moi, les deux personnages dans lesquels on peut le plus s'identifier, ce sont Eren et Jean, que l'on pourrait d'ailleurs qualifier de rivaux, avec de gros guillemets, parce que c'est pas non plus le niveau de Sacha et Régis, par exemple. Mais bon, de toute façon, aux gens qui se plaignent d'Eren, clamant qu'il est chiant, qu'il braille sans arrêt, qu'il se fait tout le temps capturer, j'ai envie de répondre... déjà, non. C'est faux. Et puis, ça vous exciterait, vous, de voir un personnage ultra badass, qui réussit tout le temps, qui n'a jamais besoin d'aide, etc. C'est au contraire beaucoup plus humain et beaucoup plus intéressant de voir un héros en difficulté et qui doit être secouru. Enfin, je sais pas, vous vous êtes toujours débrouillé tout seul, vous? Vous n'avez jamais eu besoin d'aide, besoin des autres? Si c'est le cas, tant mieux pour vous, hein, mais vous devez pas être beaucoup. Et puis voir Eren se mettre à gueuler, se laisser consumer par sa rage. Libérez la bête, mes frères, que la tuerie commence! Oh putain, que c'est génial! Ouais, j'adore voir des personnages en colère. C'est tellement classe, surtout avec cette putain de musique super géniale en fond qui me donne des frissons à chaque fois! Donc voilà, pour moi, Eren c'est un très bon héros. Bien équilibré, absolument badass quand il le faut, fragile quand il le faut, c'est un personnage dans lequel on peut s'identifier, très attachant, courageux, touchant et humain. Et vous savez que je me retiens pour pas sortir de blagues. Numéro 3, Batman dans Batman v Superman. Ah, le fameux Batman v Superman. Je dirais même plus, c'est l'excellent Batman v Superman. Et je vous encule. Bon alors, il y a Michael J qui a déjà évoqué le sujet, donc sa vidéo pourra compléter ou appuyer ce que je dis sur Batman. Ce Batman est excellent, et le film a pu nous présenter une nouvelle version du personnage encore plus violente et plus sombre. J'adore le Batman interprété par Christian Bale, mais quelque part il reste la figure du héros, même si sa noblesse est sans cesse mise à mal, en particulier dans The Dark Knight, où l'on a vraiment peur qu'il finisse par véritablement péter un câble et passer du côté obscur. Mais pour le coup, dans Batman v Superman, on se lâche totalement. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que c'est cohérent? Oui, tout est justifié. Entre Alfred qui ne cesse de lui dire que Superman n'est pas son ennemi, ou, je ne sais pas moi, la confrontation entre Batman et Superman, le fait que Batman soit aussi sombre et qu'il tue des gens n'a jamais posé problème. En fait même, Batman a toujours tué. Mais là, on nous présente un héros qui est en réalité presque le méchant du film, et c'est assez osé de faire ça. Puis de toute façon, je sais pas, un mec qui se déguise en chauve-souris pour aller combattre des criminels la nuit, c'est trop subtil pour vous, pour comprendre qu'il est fou. En plus, ça fait 20 ans qu'il fait ça, il devient l'âme de l'espèce humaine, il combat chaque jour des tarés psychopathes fous furieux, son fils adoptif et partenaire est mort, et il a vu ses parents se faire tuer sous ses propres yeux quand il était gamin dans une scène absolument géniale avec une musique incroyablement magnifique! Donc ça vous étonne qu'il pète un câble? Et de toute façon, s'il ne tue pas, il faut voir avec quelle violence il s'en prend à ses ennemis. Ce qui me fait dire que la paralysie à vie, c'est peut-être pas mieux que la mort. Donc oui, il tire partout et fait tout péter, t'as raison, ça vaut mieux. Mais c'est ça qui est bon, putain! Un Batman torturé, sombre et qui n'a jamais été aussi violent. Même dans notre monde, c'est pas possible d'arrêter simplement des terroristes. Est-ce que vous croyez vraiment que l'on laisse des psychopathes fou alliés capables de tuer des milliers de personnes rien qu'en claquant des doigts en vie, qu'on les envoie juste en prison? Il y en a toujours qui se salissent les mains, et c'est ce que Batman fait. C'est peut-être pas la meilleure face de l'humanité, c'est peut-être la face que l'on ne voudrait pas voir en se camouflant derrière des idéaux utopiques, mais c'est ce que l'on fait en vrai. Également, puisque Batman sombre de plus en plus dans la folie, il est logique que le personnage évolue. Enfin, grâce à Superman, en se rendant compte qu'ils ne sont pas si différents que ça tous les deux, il parvient à reprendre un peu espoir. Donc c'est cohérent. Et puis malgré tout, ça ne l'empêche pas de rester vertueux quand il le faut. Destruction de Métropolis? Un homme à ses jambes coincées sous les gravats, il l'aide immédiatement. Une petite fille va se faire écraser, il se jette à son secours. Donc c'est un personnage subtil, un homme honnête qui, par la force des choses, se voit adopter des méthodes de plus en plus violentes et radicales.
Voilà, je ne pense pas que ça serve à quelque chose de s'éterniser 3 heures. Je trouve que le personnage est très bien écrit, c'est très intéressant et impressionnant de voir à quel point il se laisse submerger par la haine et il n'est pas dénaturé. Peut-être qu'en fait, ce qui vous dérange, c'est de voir que votre héros préféré est le méchant, qu'il a tort, qu'il devient fou. Peut-être que c'est ça en réalité qui vous fait grincer des dents, ne plus avoir affaire à un héros aussi vertueux qu'à ses débuts, malgré le temps qui passe. Mais ce sont justement ces défauts qui font que le personnage fonctionne. C'est un excellent Batman dans un excellent film. Numéro 4, James Bond dans Casino Royale. Bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, donc je risque de me répéter. Et je vais également me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais c'est un personnage bien équilibré. C'est à la fois une caricature et pas une caricature. Caricature parce qu'il est beaucoup trop badass. Je fais ce qu'il fait, je serais déjà mort 1 milliard de fois. Bien sûr, il s'est entraîné, c'est pas n'importe qui, mais avoir de tels réflexes, faire de tels sauts ou se viander pour se remettre immédiatement sur ses guibolles en mode bonjour, je vais bien, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais pas une caricature parce qu'il est très souvent en difficulté. Il peut avoir des ennemis plus agiles que lui, donc il est obligé de se tourner vers l'improvisation. Il ne réussit pas à tous les coups, il fait des erreurs, il a besoin d'être sauvé, et pas que par des hommes. En termes d'équilibrage, je l'avais déjà évoqué, mais on nous présente un 007 extrêmement bourrin et violent, et paradoxalement, et c'est là où c'est génial, très humain. Pour le côté bourrin, comme je l'ai dit, James se tourne fréquemment vers l'improvisation, et ce très rapidement, ce qui rend les scènes d'action incroyablement nerveuses et péchues, donc rien qu'au niveau combattant, c'est un personnage réussi. Pour le côté humain, et surtout si vous êtes familier avec la saga, vous remarquerez ça davantage en comparant avec les autres interprétations où James Bond était très souvent en mode Osef. Ils ont essayé de se dire à un moment que James refusait à tuer une femme, mais bon, c'est pas vraiment ça qui va l'en empêcher non plus, et surtout, est une personne où sa chérie se fait tuer, tu trouveras plus de cheveux sur la tête d'une personne cancéreuse que d'impact sur lui. Mais pour le coup, avec Casino Royale, on ne retrouve pas ça. Je dirais même qu'il joue avec cet aspect bulldozer invincible au cœur de pierre, ce que ne manque pas de souligner les autres personnages d'ailleurs. Il fait comme s'il ne ressentait rien, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Et évidemment, pour se rendre compte qu'une personne est humaine, il faut voir son rapport aux autres, et là c'est vraiment bien joué parce que l'on voit véritablement un homme, mais qui pleure sa race. Il a beau faire comme si rien ne l'impactait, il est triste et il a peur aussi. Et je trouve ça vachement intéressant de présenter presque un Superman humain, mais qui peut être en mauvaise posture, dans un état de totale fragilité et complètement impuissant. Les êtres humains peuvent toujours essayer de paraître ce qu'ils ne sont pas, de jouer les plus forts, mais être vulnérable, c'est être humain aussi. Mais surtout, et bien que l'on ait l'impression d'avoir affaire à un héros caricatural, il fait vrai. Comment remarque-t-on qu'un personnage fait vrai alors que souvent il n'a de personnalité que sa fonction dans le récit? Eh bien en faisant une action inconséquente bien sûr, quelque chose qui n'apporte rien à l'histoire. Un peu comme du background si vous voulez. Par exemple, un mec déclenche l'alarme incendie, il y a de l'eau partout, on voit rien, ça commence à être la panique, une femme glisse, et James la relève. Et ça ne change rien à l'histoire, ça ne le fait pas progresser dans son enquête, la preuve en est qu'il est toujours concentré, mais ce petit geste anodin que l'on retrouverait dans la vraie vie, eh ben ça le rend humain. D'autant que je ne suis pas sûr que les autres James Bond en auraient fait autant. Et puis de toute façon, de manière générale, c'est quand même bien de voir un héros qui a un peu plus de respect pour les femmes que ses prédécesseurs. Déjà dans les précédents films, c'était « je couche avec une nana que l'on ne reverra jamais », alors que là, Vesper, elle apparaît dans Casino Royale, mais on ne la laisse pas tomber dans les films suivants. C'est d'ailleurs grâce à elle, on peut dire, que James Bond devient vraiment James Bond. C'est la femme qui marquera sa vie à jamais. En parlant de Vesper, on peut aussi noter une relation plutôt bien écrite entre les deux. Vesper n'est pas une James Bond girl badass qui sait se battre et tout, mais ça ne l'empêche pas d'être une femme forte avec du répondant, à la hauteur de James, et entretenant un petit jeu du chat et de la souris avec lui assez sympa. Alors après, au niveau des femmes, il y a toujours ce petit côté fanservice qui devrait plaire plus aux mecs hétéros qu'aux lesbiennes, mais j'ai quand même l'impression que le film en lui-même tente, à raison, d'élargir son public en n'étant pas simplement un film d'action débile et proposant un autre genre de fanservice qui devrait satisfaire l'appétit des gays et de ces petites dames hétéros. Numéro 5, le Joker dans The Dark Knight. Allez, on repart avec un personnage de comics et de Batman, mais dans un autre film cette fois et... Ben oui, le Joker interprété magistralement par Heath Ledger dans The Dark Knight, bordel! Bien sûr, vous le saviez, c'était obligé!
Ce personnage est une incroyable réussite, unanimement approuvée. Et s'il y a encore des abrutis qui clament que ce n'est pas le meilleur Joker, c'est uniquement parce qu'ils ont les yeux crevés et je vous propose d'aller les achever en pensant bien à tourner les couteaux qui sont restés plantés dans leurs yeux parce qu'ils souffrent les pauvres. Bon, ça risque d'être un peu redondant si je me mets à ressortir toutes les qualités évidentes du Joker du Dark Knight que l'on a déjà entendu et à raison 1 milliard de fois, donc je ne vais pas m'attarder. Mais non seulement toutes les scènes avec le Joker sont cultes, mais ce personnage a également des putains de punchlines que tout le monde connaît, il est super effrayant, incroyablement intelligent, il utilise des armes absolument badass ou invraisemblables, et en plus de ça, il est super drôle. Et où est passé le reste de la bande? Tu penses te barrer tranquillement après nous avoir volés? Ouais. Excusez-moi, j'ai envie de conduire. Vous me laissez une petite minute? En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Jusqu'à la fin des temps, tu seras enfermé à l'asile. On pourrait y aller ensemble. Ah, il y a souvent du cynisme, c'est très grinçant, très noir, j'adore. Best psychopathe ever. Non, mieux, pardon. Best méchant ever. Je veux dire, tout simplement, faut arrêter. On trouvera jamais un mec aussi taré, aussi imprévisible, aussi dangereux. Et il faut dire aussi que l'interprétation magistrale d'Heath Ledger apporte encore un plus. La scène de l'explosion de l'hôpital est absolument culte. Le Joker qui applaudit pour la promotion de Gordon, improvisation, mais tellement génial. Heath Ledger qui a lui-même demandé à être vraiment frappé pour paraître encore plus crédible. Tant d'investissement, putain! L'acteur s'est véritablement donné à fond et a créé un psychopathe, un personnage absolument mémorable. Tout est cohérent avec l'univers du Joker et c'est vraiment pour ça qu'il est parfait et que c'est le plus grand méchant de tous les temps. Et on a bien fait de ne pas lui donner d'origine. L'être humain a peur de ce qu'il ne comprend pas, donc ne pas savoir qui est le Joker, comment il est devenu le Joker, ça le rend encore plus effrayant. Bref, le meilleur Joker sur absolument tous les points. Et je sais par avance que certains vont me casser les couilles avec Nicholson, les abrutis qui n'ont d'argument que leur pseudo-nostalgie et à qui ça arracherait la gueule de reconnaître que Ledger est meilleur. Évidemment, si j'avais voulu comparer Ledger et Nicholson pour prouver que Ledger est indétrônable et humilie complètement Nicholson, je l'aurais fait. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Cependant, je peux juste faire une seule comparaison pour tirer définitivement un trait sur lequel des deux est le meilleur en prenant une scène similaire. La fin du Joker. Voici Nicholson à l'œuvre. Et voici Ledger. Alors, outre les effets spéciaux dégueulasses, le Batman de Burton présente un Joker qui crie de peur. Le mec hurle comme n'importe quel être humain qui ferait une chute mortelle. C'est le Joker, ça, pour vous? Alors que le Joker du Dark Knight continue de rire malgré sa chute. Il est le Joker jusqu'à la fin. Ça, c'est le vrai monstre clownesque, le roi des psychopathes. Donc, fin de la discussion. Regardez The Dark Knight pour rester sur le cul. Numéro 6, Hercule, dans le dessin animé Disney éponyme. Ah, ce bon vieux Hercule, comment veux-tu que je... Donc, Hercule, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, c'est-à-dire aucune, c'est le plus grand de tous les héros, c'est le plus fort, d'accord, c'est un vrai héros. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est clairement pas parfait et qu'il n'est pas devenu héros tout seul. Déjà, il a la force et le courage qui lui viennent de ses origines divines. Ensuite, heureusement qu'il y a eu ses parents adoptifs terriens pour l'élever pendant 15 ans parce qu'un bébé tout seul, voilà. Pour être un héros, c'est quand même bien de se déplacer rapidement, donc heureusement que Pégase est là. Phil l'a entraîné, grâce à lui il a su maîtriser sa force et son agilité, et Meg lui a appris le sens de l'amour et du sacrifice. Et au-delà des personnes qui l'ont fait devenir un vrai héros, il fait des conneries. On a vu sa légendaire maladresse, donc il va être amené à évoluer, et ça c'est cool, et on se tape une chanson super entraînante qui colle à l'ambiance et qui résume ses exploits en 3 minutes, donc c'est vraiment cool. Mais il fait également les mauvais choix. Il libère une personne, la femme qu'il aime, mais à côté de ça, combien de victimes innocentes ont été tuées? Certains pourraient dire qu'il est également menteur puisqu'il ne respecte pas le deal, alors qu'Hadès aussi, car que le récupère sa force si Meg est blessée. Sauf que non. Non, parce que déjà, le deal est truqué. Hadès dit qu'il accepte que Meg revive si Hercule se sacrifie, mais il a en réalité prévu que Meg reste morte et qu'Hercule meure, donc pas très honnête le Gugus. Et ensuite, Hercule est devenu un dieu.
Donc il ne peut pas mourir, il ne peut pas rester aux enfers. Donc non, je n'ai aucun problème avec ce deal. Ce qui nous amène en plus à parler de ses motivations, de ses objectifs et tout. Déjà, que veut le héros le plus badass? Devenir un putain de dieu. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve juste la putain de planète tout entière de putains de titans méga grands et trop cool dont leur destruction tellement badass ressemble à s'y méprendre à une putain d'éjaculation. C'est sûr que sauver la planète parmi les héros Disney, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que l'on peut aisément accorder à Hercule le rôle de personnage Disney le plus cheaté. Mais, parce que ça ne suffit pas, affronter des titans et un dieu de la mort, c'était pas assez pour acquérir le statut divin. Ce qu'il faut, c'est le pouvoir de l'amour. Oui, alors ça fait très cliché et neuneux dit comme ça, mais là c'est quand même un putain de sacrifice. Là c'est littéralement la phrase « je pourrais mourir pour toi ». Et y a pas une seule seconde d'hésitation, le mec il donne vraiment sa vie. Vraiment, c'est même pas comme si sa chérie était simplement en danger et qu'il se précipitait pour aller la sauver, non, il sacrifie sa putain de vie pour sauver la femme qu'il aime, parce que c'est trop beau. Ah ça typiquement je pense que c'est le genre de scène qui fait mouiller les nanas parce que bon des trucs aussi romantiques, c'est sûr que c'est pas dans la vraie vie que tu retrouverais ça. Dis-moi chérie, qu'est-ce que tu ferais si je me faisais kidnapper et qu'on te demandait 1 million d'euros en échange de ma libération? Bah écoute, c'est la vie hein, j'ai pas de sous, voilà. Numéro 7, Jean-Pierre Bellone dans Le Placard. Allez, on va parler d'un personnage issu d'une œuvre française pour une fois et on change totalement d'univers. C'est vraiment un personnage qui n'a rien à voir avec tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est complètement différent. Pour ceux qui ne situent pas, Jean-Pierre Bellone c'est le voisin de François Pignon. Il vient d'emménager et il convainc ce cher François, qui est au fond du trou, de ne pas se foutre en l'air. Entre autres, François Pignon sait qu'il va perdre son boulot et Jean-Pierre Bellone lui propose un truc, se faire passer pour un homosexuel. L'idée étant que si l'entreprise dans laquelle bosse François Pignon le vire parce qu'il est homosexuel, bah ça la foutrait un peu mal. Bon, je me permets une petite parenthèse, mais je trouve cette excuse d'autant plus crédible aujourd'hui quand on voit certaines personnes gueuler comme des veaux pour tout et rien et de manière totalement injustifiée, genre « Ouais, on l'a viré parce qu'il était gay, scandale, homophobe !» Alors que c'est peut-être parce qu'il était juste incompétent. Mais bref, l'entreprise ne vire donc pas François Pignon et tout va très bien pour lui, ce qui ravit Jean-Pierre qui a l'impression de prendre sa revanche puisqu'il a vécu une situation similaire à l'époque. Aujourd'hui, on a gardé François parce qu'il était gay, avant on a viré Jean-Pierre parce qu'il était gay. Voilà. Comme quoi les temps changent et heureusement. Avant t'étais gay, honte à toi. Maintenant c'est plutôt t'es homophobe, honte à toi. Mais bref, donc tout ça pour en venir à Jean-Pierre Bellone qui est gay et c'est génial. Bon, en tant que tel, le personnage en lui-même est génial, toujours très amical, très chaleureux, donc c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter, mais surtout, il a les meilleures répliques du film. Putain, il y a de ces punchlines, ça fuse, il a toujours une bonne sortie, en gros, il est extrêmement drôle. Oui, elle est belle. Et moi, regardez-moi cette tronche. C'est vrai que vous êtes moche. Mais passons maintenant à l'aspect qui nous intéresse vraiment. Comme je l'ai dit, Jean-Pierre est gay. Et là où je trouve que c'est vachement réussi, c'est que... ben on oublie qu'il est gay. Alors là, j'entends déjà certains hausser les sourcils et qui vont me dire « Mais si le personnage est gay, mais que l'on oublie qu'il est gay, c'est plutôt qu'il est raté, non ?» Eh ben non, trou du cul, justement. Oui, il est gay, c'est un élément essentiel puisque c'est lui qui propose l'idée qu'il ne sort pas de nulle part. Mais il a une personnalité à côté. Et cette personnalité fait oublier qu'il est gay. C'est-à-dire, si l'on met de côté son passé avec l'homophobie qu'il a vécu. Si le mec avait été gay, hétéro, noir, blanc, femme, homme, peu importe, ben ça n'aurait rien changé. Les rapports qu'il entretient avec les autres, et surtout François, ne changent pas parce qu'il est gay. Et c'est justement ça qui est génial, parce que l'on voit bien que être gay ou être hétéro, ça ne change rien, c'est pareil. François discute avec un ami, et non pas avec un gay. C'est pareil pour moi. Quand je discute avec mon meilleur ami, je ne me dis pas « je suis en train de parler à un gay ». Je me dis juste « ben, je parle à mon meilleur ami ». C'est tout. Si le personnage avait été raté, Jean-Pierre Bellone aurait été gay, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il est gay parce que ça fait avancer l'histoire. Il
fait des trucs que seul un gay pourrait faire. Bref, ça deviendrait un personnage unidimensionnel, qui ne serait défini que par une seule chose, qui n'aurait de personnalité que sa fonction dans le récit. En gros, il ne vit pas en dehors du film. Son histoire s'arrête là où s'achève le scénario. C'est donc pour tout ça que, pour moi, Jean-Pierre Bellone est un excellent personnage très réussi. Il est gay, il propose un stratagème, point. En dehors de ça, c'est une personne comme les autres, sur qui l'on peut compter, en plus d'être très drôle, donc c'est super. Numéro 8, Kyubey dans Puella Magi Madoka Magica. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un cas très particulier. Bon, déjà, théoriquement, Kyubey n'a pas de genre, mais il est quand même identifié comme étant un mâle. Mâle, M-A accent circonflexe, L-E, pas M-A-L. Quoique... Donc du coup, je me permets de le placer dans cette liste avec les autres personnages masculins. Après tout, sa voix, ça fait un peu garçon, bien qu'il soit doublé par une femme, Pascal Chemin, qui prête notamment sa voix à Annie dans l'Attaque des Titans ou Porpentina dans Les Animaux Fantastiques, qui sont là aussi des femmes, mais bon, vous voyez déjà rien qu'au niveau de son identité, c'est compliqué. Enfin, je ne devrais pas parler de son identité puisque cette espèce de chat renard est un extraterrestre. En fait, vous savez, Kyubey, c'est le petit animal mignon que l'on retrouve à chaque fois avec les Magical Girls. Et plus précisément, c'est un incubateur. Et si vous n'avez pas compris, dites cette phrase en anglais en adoptant un bon gros accent. It is an incubator, 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 incubator. C'est un incubateur donc, c'est-à-dire qu'il ne peut être vu que par les Puella Magi, les magiciennes quoi, et les personnes qui ont un potentiel magique et son but est de... Alors c'est un peu compliqué, surtout si vous ne connaissez pas du tout l'anime, donc on va dire qu'il cherche à récupérer de l'énergie à travers les émotions. C'est pas très clair, mais comprenez que les êtres humains l'intéressent car ils ont du potentiel. Alors c'est difficile de parler de Kyubey sans spoiler, mais je vais quand même faire de mon mieux pour que quand vous regarderez l'anime, Car vous le regarderez. vous soyez quand même un peu surpris, que vous découvriez certaines choses, mais ce que je peux vous dire, et ça vous allez le découvrir rapidement, c'est que Puella Magi Madoka Magica est vraiment particulier. En fait c'est simple, tu prends un anime Magical Girl classique et tu fous tout à l'envers. Et paf! Ça fait des chocs à pic. Non, ça a fait Puella Magi Madoka Magica. Genre normalement, l'héroïne devient une Magical Girl dans le premier épisode. Là non, c'est pas tout de suite. Et Kyubey, normalement, c'est censé être la peluche trop mignonne qui accompagne l'héroïne. Et ben là, c'est une sale race. Voilà, c'est comme si dans la vraie vie, Marine Le Pen était féministe, Jacques Cheminade président et Jean-Luc Mélenchon un homme agréable et à l'écoute du peuple. Mais oui, sans déconner, Kyubey c'est une immonde petite pute. Alors, comme toutes les autres petites boules de poil que l'on rencontre dans les Magical Girls, il donne quelque chose à l'héroïne. En l'occurrence, il accorde un souhait, donc ça a l'air sympa. Sauf que ce souhait, il a un prix. Et ce prix, il est pas très sympa. Mais même sans parler du coup, Kyubey en lui-même a l'air de se comporter comme un petit chat classique, mais tu te rends rapidement compte qu'il est bien supérieur aux êtres humains et il est capable de faire des choses qui le rendent absolument effrayant. Je vous dis pas ce qu'il fait, mais quand tu vois ça, tu te dis « Mais c'est horrible !» En plus, pour approfondir le malaise, quand même, il a presque une seule et unique expression. C'est celle-là. C'est-à-dire une expression figée, avec ses yeux écarquillés et sa petite bouche de chat japonais qui sourit. Et il parle, hein, mais ses lèvres ne remuent pas. Ce qui est à la fois quelque part assez effrayant et très pratique pour le doublage. Bonjour, je suis Samson Cordier. Il y aurait une gentille fille qui voudrait m'adopter? Alors on se marre, c'est vrai que c'est particulièrement rigolol, mais c'est bien l'idée. Physiquement, il paraît vraiment très attendrissant avec son petit sourire et tout, sauf qu'en vrai, il n'a strictement aucune émotion. Mais genre, littéralement. C'est même pas qu'il les cache ou qu'il soit unidimensionnel, c'est juste que pour lui, c'est une émotion? Je ne connais pas ce Pokémon. Et on le voit bien dans l'anime, il ne comprend même pas les émotions de Madoka et des autres filles. Pour lui, c'est un concept totalement inconnu. Donc du coup, vous pouvez me demander si Kyubey est le méchant de l'histoire? Eh ben, oui et non en fait. Si l'on dit que mettre des bâtons dans les roues des héroïnes suffit à être considéré comme méchant, alors oui, c'est le méchant. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a des concepts qu'il ne comprend même pas. Ce sont des choses qui le dépassent totalement. Et c'est même pas dans le sens « il est idiot donc il ne comprend pas »,
C'est juste que chez lui, il n'y a aucune émotion et c'est tout. Il fait son taf sans se poser de questions. Pour faire une comparaison, je ne m'adresse pas aux véganes, c'est comme quand nous, on tue des animaux pour pouvoir manger et donc vivre. C'est comme ça, c'est exactement pareil. On ne se dit même pas que c'est mal, c'est juste que... on doit le faire. Attention, je ne tiens pas à ce que ça parte en débat dans les commentaires à propos de notre façon de nous alimenter, c'était juste pour sortir une comparaison compréhensible pour toutes et tous. Donc, en conclusion, un personnage aussi mignon que détestable, surprenant mais très réussi, qui va vous faire des cauchemars. Numéro 9, Hans de la Reine des Neiges. Ah, ce bon vieux fils de pute. Alors en fait, techniquement, il y a 3 méchants Disney récents que je mets à peu près au même niveau. Mère Gothel de Réponse, Sa Sucrerie de Les Mondes de Ralph et Hans de la Reine des Neiges. Pourquoi ? Parce qu'à partir de Réponse, Disney a clairement changé sa façon de voir les méchants. Déjà qu'avec Olaf, on a eu droit à un comic relief vraiment hilarant et utile, c'est sûr que niveau méchant, ça peut faire du bien, de temps en temps, à ne pas avoir affaire à un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant et qui restera un méchant. Mère Gothel est annoncée comme étant la méchante depuis le début, puisqu'elle kidnappe quand même Réponse alors qu'elle n'est qu'un bébé dans un intérêt purement personnel, égoïste et superficiel, donc une sale race. Et en même temps, elle aime clairement Réponse, c'est évident. Sa Sucrerie tient un rôle beaucoup plus ambigu, mais vu qu'il veut empêcher Vanellope de faire la course... Et en même temps, il dit la vérité. Si leur jeu est débranché, Vanellope, à cause de tous ces bugs, ne pourra pas s'en échapper, il disparaîtra jamais. Donc... Et Hans, c'est simple, il suffit de le regarder. C'est juste le gros cliché du prince charmant que l'on avait surtout au début des dessins animés Disney. Beau, avec une voix agréable, beau... Quoi qu'en fait, il est même mieux parce que tu vois très clairement qu'il est courageux, gentil avec les autres, capable de prendre des décisions politiques, qui sait se battre. Donc vraiment le prince Overnight Thousand. Et ça aurait été tellement cliché que ce soit un personnage véritablement honnête. Donc du coup, le fait qu'il soit un méchant, c'est vraiment génial. Déjà parce que ça n'entache en rien les qualités évoquées précédemment, ni même son physique de beau gosse. Et en plus, c'est pas un méchant qui agit connement, qui est un con. Si vous vous souvenez de la vidéo sur la Reine des Neiges que j'avais sortie, et évidemment que vous vous en souvenez, où je voyais le film comme une métaphore de l'homosexualité, je disais notamment que ce qui était cool, c'était que Hans n'en avait rien à foutre qu'Elsa soit lesbienne, qu'il n'était pas méchant pour ça. Contrairement au duc de Wesselton, qui est une véritable sale race parce qu'il est métaphoriquement un putain de gros homophobe. Alors que Hans veut devenir roi pour d'autres raisons. Alors certes, vouloir le pouvoir, ça fait pas très original, mais il ne désire pas laisser crever Anna ou tenter de tuer Elsa parce qu'il les déteste, mais juste parce qu'elle lui fout des bâtons dans les roues dans son ascension au pouvoir, et même simplement son accès, dirais-je. Et malgré ça, ça reste un connard de première. Encore tuer Elsa, c'est uniquement parce qu'elle a instauré une putain d'ère glaciaire. C'est-à-dire que si Elsa pouvait arrêter le froid mais qu'elle restait à l'écart du royaume, Hans lui, il serait content. Il ne serait pas obligé de la tuer afin de passer pour le héros qui a stoppé le froid. Mais pour Anna, là, il faut très clairement qu'elle soit morte. S'il se marie avec elle, il devient roi et ensuite, quelques magouilles pour être le seul à tenir les rênes. Alors, le fait qu'il retrouve Anna à moitié morte, lui, ça l'arrange bien. Comme ça, il a pas à se salir les mains. Juste éteindre les bougies en montrant son vrai visage. Mais sinon, lui, ce qu'il avait prévu, c'est qu'il épouse Anna, et ensuite, sa femme aurait eu un malencontreux accident. Donc sur une échelle de 1 à 10, le niveau de fils de puterie tourne autour de 18. Donc on a vraiment affaire à un beau trou du cul, bien dégagé, sans poils, et puis de toute façon, pour moi, il n'y a pas pire ordure qu'une personne qui manipule les sentiments de quelqu'un et qui l'aime en plus. Là, c'est vraiment, mais tu mérites juste 3 tartes dans ta gueule, oui. Et c'est pas tout, parce que le mec, non seulement il a manipulé Anna, mais en plus, c'était juste un plan B. Le gars, il avait d'abord prévu de se rapprocher d'Elsa, mais voyant que c'était un peu galère, il s'est rabattu sur Anna. Mais quel trou du cul! C'est vraiment le mec qui est en train de te faire les poches et qui en plus te pisse dessus. Ah, sale conne, je t'ai bien manipulé, hein. Regarde-toi comme t'es bête et t'es moche en plus. Tu vas crever comme une merde, toute seule, bien misérable. Et je vais en profiter pour aller chercher le chien et le baiser devant toi.
Donc pour moi, Hans, c'est vraiment un grand méchant très réussi. Et on n'a même pas besoin de recourir à des effets évidents pour te faire comprendre que c'est une sale pute, genre il fait un sourire diabolique, des canas lui tournent le dos, là, non, il continue de sourire normalement, ce qui est franchement cool. Bon, après cela dit, Hans a des rouflaquettes, donc c'est sûr que ça faisait de lui une sale race. Mais là où je trouve que c'est encore plus fort du coup, c'est que rétrospectivement, on a quand même un méchant et une gentille qui chantent ensemble. Ce qui est assez unique. Et dans des plans bien jolis en plus. Non, sincèrement, vous imaginez un autre méchant et un gentil chanter ensemble comme ça? Toute ma vie, je n'ai trouvé que des portes fermées. Jusqu'au jour où je suis tombée sur vous. C'est aussi le sentiment que j'ai, parce que j'ai passé mon temps à chercher ma bonne étoile. Jusqu'à cette grande fête royale où mon cœur se régale. Voilà, bon, ça ferait un peu bizarre, hein, c'est un truc où tu t'y attends vraiment pas. Donc bon, j'ai assez parlé de Hans, donc on passe au dernier. Numéro 10, Marty McFly, de Retour vers le futur. Ah là là, Marty. Il faut vraiment que vous essayiez d'adopter un point de vue purement nostalgique, du moins dans un premier temps. Remettons-nous dans le contexte. T'es un enfant, et plus particulièrement un petit garçon. Marty, c'est juste le personnage le plus cool pour toi. Enfin, sérieusement, je suis le seul à m'être dit « Oh putain, il est trop cool, j'aimerais trop être comme lui quand je serai grand étant gamin. » Le mec, il fait du skate parce qu'il est cool et il prend même pas les transports en commun, il se déplace de manière super cool. Et puis il joue de la guitare électrique sur l'instrument de musique le plus cool qui existe. Et il fait du rock, donc c'est encore plus cool. Et il a une copine trop jolie qui est cool. Et son meilleur ami, c'est un putain d'inventeur trop cool qui invente des trucs trop cool, comme une fucking machine à voyager dans le temps, ce qui est donc trop cool. Et Marty vit une aventure trop cool dans la trilogie la plus cool qui existe. Oui, je crois que vous l'avez compris, je suis légèrement fan de la saga Retour vers le futur, et Marty McFly est juste mon personnage masculin préféré tout court, en grande partie grâce à la nostalgie, mais aussi par le charisme qu'il dégageait. Et pourtant, quand il réfléchit, ça aurait pu être un personnage qui te sort par les yeux. Parce que dans le premier film, Marty est clairement parfait. Il est courageux, il est intelligent, il est drôle, il est gentil, il est agile, il sait se battre. Bon, il est assez petit de taille, mais bon, comme on ne choisit pas son physique, ça ne compte pas. Donc ça paraît étonnant d'apprécier ce personnage. Généralement, les personnages parfaits, c'est chiant. Et pourtant, le film arrive à nous faire apprécier ce personnage malgré toutes ses qualités. Ce qui prouve déjà qu'il y a un petit quelque chose qui fait que Marty est un personnage réussi. Et à partir du deuxième opus, on le modifie très légèrement, tout en restant assez subtil et de manière cohérente, puisqu'on lui rajoute un défaut évident, l'impulsivité. C'est cohérent parce qu'on a déjà vu le personnage réagir au quart de tour alors qu'il n'est clairement pas de taille face à son ennemi et qu'il n'avait absolument pas tout calculé. Donc le personnage n'est plus parfait et pourtant il reste génial. Et ça c'est quand même assez fort. Surtout que l'impulsivité c'est pas vraiment le genre de défaut que l'on apprécie voir. Mais c'est totalement justifié par les conneries que fera Marty à cause de son comportement. Donc quelque part ça creuse le personnage. D'autant qu'à de nombreuses reprises, Marty est clairement montré comme ayant tort, comme quand il s'assomme lui-même, lol MDR avec la porte, ce qui permet à Biff de reprendre l'almanach, tout ça parce que monsieur n'a pas pu se retenir de répondre à la provoque. Ou encore quand Doc laisse échapper que c'est à cause de ce genre de comportement qu'il aura son accident dans le futur. Et c'est là où c'est particulièrement bien montré, c'est que les conséquences de ces réactions ne sont pas des broutilles. Pour rappel, si Biff garde l'almanach, ça va créer un futur chaotique et misérable, donc c'est pas le moment pour perdre du temps et répondre à l'autre gros con. De même, c'est l'accident qui va entraîner une réaction en chaîne et donner à Marty une vie de merde. Ou alors il peut même mourir. Donc tout ça pour dire que le personnage ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et malgré tout, malgré ce défaut, Marty ne devient pas une tête à claque. Et encore mieux, ça donne un bon message aux enfants. Ne répondez jamais à la provocation. Laissez dire ces gros abrutis, c'est que des cons. Et ça, Marty l'a compris. Sinon, il aurait commis la plus grosse erreur de sa vie. Perdre son sang-froid, laisser les autres décider de sa vie, ne pas pouvoir prendre son propre futur en main. Sans doute l'une des plus belles et des plus intéressantes évolutions qu'un héros puisse avoir, ce qui rend définitivement le personnage vraiment cool. Bon, j'ai déjà évoqué 10 personnages masculins que je trouvais réussis, je sais qu'il y en a évidemment plus,
Et comme c'est difficile de faire une liste limitée, je peux toujours parler de quelques autres personnages masculins, mais ce sera plus rapide. Puis si j'évoque un mec auquel vous pensiez, ce sera cool. Par exemple, j'aurais pu m'attarder sur Hiro de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Alors pour les personnes qui ont vu la série, mettons-nous d'accord, bien sûr, tous les personnages d'Avatar sont géniaux et en l'occurrence, les personnages masculins sont tous vachement intéressants. Par exemple, il n'y a qu'à regarder Zuko, où bon, effectivement, rien qu'en le regardant, tu devines qu'il a eu une vie un peu mouvementée. Mais c'est vraiment un méchant beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît avec un passé tragique. Mais si j'évoque Hiro, c'est parce que c'est sans conteste le personnage le plus poignant et le plus émouvant de la série. Là, pour le coup, je m'adresse aux personnes qui n'auraient toujours pas vu la série. Je vous encourage vraiment à la regarder. Ça mélange à la perfection humour, sérieux, émotion, aventure. C'est vraiment une série absolument géniale et très intelligente. Donc je ne veux pas en dire trop car je veux vous laisser découvrir le personnage d'Hiro, mais il y a certains moments où vous devriez vraiment au moins avoir les larmes qui montent. En plus d'être drôle, sage, gentil, très doué également, c'est impossible qu'il vous laisse indifférent. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Il y a également Le Fou de La Belle et la Bête, le film de 2017. Alors pour être honnête, j'étais vraiment pas hype pour voir le film, je ne comptais même pas aller au cinéma. Et puis, quand Disney a déclaré qu'il y aurait un personnage gay, eh ben putain mon cochon, je peux te dire que tout d'un coup j'ai eu un regain d'intérêt pour le film. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand chose. Donc ouais, Le Fou, premier personnage Disney officiellement gay, coucou Elsa, même si dans le film ce n'est pas dit qu'il est gay, mais ça me semble quand même assez clair par certains aspects de mise en scène. Ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux de toute façon, mais c'est pas mal. Franchement, très honnêtement, pour une première fois, c'est pas mal. Exactement ce que m'avait dit mon ex d'ailleurs. Enfin bref, au-delà de ça, le personnage est même plus intéressant que sa version animée, puisque dans le dessin animé, Le Fou est méchant, et c'est tout. Là, dans le film, c'est un anti-héros. Alors pareil, il est très fidèle à Gaston, c'est même dingue de voir tout ce qu'il est prêt à faire pour lui, juste pour lui remonter le moral, c'est vraiment un grand ami. Et en même temps, il a quand même une morale. Et puis de toute façon, il est juste hilarant. Ah, c'est vraiment un bonheur de le voir apparaître à l'écran. À chaque fois, il est absolument génial. Et c'est peut-être même le meilleur personnage du film. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette nouvelle adaptation, jetez-y au moins un coup d'œil pour Le Fou. Vous devriez vous marrer, arborer un sourire dès que vous le voyez. La folle est géniale. Pardon, Le Fou est génial. Je pense que l'on a également François Pignon, cette fois-ci tiré du film Le Dîner de Con. Pour les personnes qui ne connaissent pas, franchement, allez-y, c'est une comédie que je recommande, vous allez vraiment avoir de bonnes barres. Et le François Pignon que l'on a ici est complètement con. Et c'est ce que l'on attend du personnage. Donc il est totalement réussi. Parce qu'il y a souvent dans des films des personnages cons, mais qui te font chier. Ils sont détestables, ils ne servent à rien, ils retardent l'intrigue, bref, ils sont casse-couilles ou casse-au-vert, et t'as juste envie qu'ils crèvent. Là, François Pignon est con, mais il est pas chiant. Il est vraiment gentil, ça part toujours d'une bonne intention. Donc con, oui, plutôt idiot, mais certainement pas énervant, contrairement à beaucoup d'autres qui sont antipathiques. Comme personnage réussi, on a Andy Dufresne et Red du film Les Évadés. C'est vrai que là, niveau super personnage, on est servi. Mais c'est sans doute plus l'alchimie entre les deux, et un peu les autres personnages, qui marque plutôt que si on les prenait vraiment chacun séparément. Bien que même tout seuls, ils sont géniaux bien sûr. J'ai envie de dire le quatuor du jeu Final Fantasy XV. Il y a vraiment une cohésion, une alchimie dans le groupe. Je ne sais pas si l'on peut dire qu'un des 4 personnages est mieux réussi que les autres, puisque pour moi, c'est vraiment le groupe en lui-même qui est réussi. Tu joues constamment à 4, mais pendant un moment, il y a un des personnages qui se barre du groupe. Ça fait bizarre. Donc pour moi, ce n'est pas Noctis, Gladiolus, Ignis ou Prompto qui est réussi. C'est vraiment la bande de potes. Il y a de l'amitié, il y a de la camaraderie, il y a de l'esprit d'équipe. Et pour les fangirls qui n'auraient pas joué à Final Fantasy XV, il y a parfois une petite tension homosexuelle entre eux. Voilà, je dis juste ça comme ça, si ça peut vous intéresser. Ou comme le père de Tim dans Il était temps. Et en fait, avec Tim, son propre fils, là non plus, je ne sais pas si l'on peut dire s'il y a vraiment un personnage qui est plus réussi qu'un autre. C'est vraiment pour le coup la relation entre les deux personnages qui est simplement parfaite. Il y a une véritable osmose dans ce film qui... Ce film qui est juste un hymne à la vie, putain. Un film aussi intelligent, aussi drôle, qui délivre des messages forts et beaux. Et en même temps, ce sont des choses simples qui sont à notre portée.
Mais on est tellement aveugle, on ne se rend même pas compte de ces choses. Et là, la relation père-fils qui nous est présentée, comment l'histoire est amenée, c'est juste super touchant, c'est vraiment émouvant. Et si vous êtes un peu sensible, il y a des chances que les larmes vous montent. Voilà, je dis juste, profitez de votre famille. Encore un exemple, Yoshihisa Manabe de l'anime Kotora-san, qui est, comment dire, l'un des garçons les plus adorables qui m'ait été donné de voir. Gardez bien ce que je dis en tête, je sens que je pourrais le ressortir. Même si, pour rester vague, on pourrait se contenter de dire que c'est un garçon gentil, honnête, avec un côté pervers. Et là, il ressemblerait à peu près n'importe quel autre garçon d'animé. Sauf que c'est en réalité bien plus que ça. Il faut voir ses caractéristiques, en particulier dans sa relation avec l'héroïne, Haruka, pour comprendre que ce mec est un ami à avoir, sincèrement. Il est vraiment très drôle et touchant, bref, Kotora-san est un animé à voir. Ouais, je suis sûr qu'avec ce que je dis, ça n'a donné envie à personne de regarder l'animé, mais cette œuvre est absolument géniale. Et je tomberai rapidement dans le spoiler, et ça ce serait criminel de ma part. Je veux vraiment que vous regardiez par vous-même. Gardez juste en tête que cet animé sait être dramatique quand il le faut, et comique quand il le faut. Et ça marche parfaitement. Il y a également John Café dans La Ligne Verte. Je pense que vous le savez, ce personnage va vous faire chialer, mais comme une merde. Et en même temps, Paul Edgecombe est génial aussi, et tous les personnages sont intéressants en fait. Là aussi, ce sont vraiment les relations et l'histoire qui te montrent bien que les personnages sont réussis. Il y a également César du film La planète des singes, les origines. Évidemment, dans les suites aussi, je le trouve réussi, mais je ne voudrais pas spoiler. Mais rien que le personnage en lui-même est intelligent, touchant, et bien entendu, c'est avec ses interactions avec les autres personnages que l'on se rend compte à quel point il est attachant, et plusieurs scènes nous feront sourire sans même que l'on ne s'en rende compte. Oui, le premier puisqu'il s'agit d'un père, ce qui est clairement énoncé. Mais les deux se ressemblent tellement, dans le sens qu'il n'y a pas d'autorité parentale abusive, disons, que l'on pourrait presque évoquer Will comme un frère ou même un ami. C'est également le cas avec Caroline, une mère de substitution, voire une sœur ou une amie chaleureuse, puisque, étant vétérinaire, elle soigne César et commence à créer un lien fort avec Will et lui. C'est d'ailleurs intéressant de constater que les deux parents, Caroline et Will, représentent les voies de la sagesse sans pour autant être les mêmes. Caroline adopte le côté rationnel, aimant les chimpanzés, mais consciente qu'ils lui font malgré tout un peu peur et qu'il est impossible de tout contrôler. Tandis que les intentions de Will sont avant tout émotionnelles, aimant, s'occupant et protégeant César comme le ferait un père pour son fils, et le remède sur lequel il travaille est d'un grand intérêt pour lui, car aidant son père atteint d'Alzheimer. Tant que l'on est sur le personnage de Charles, on peut là aussi voir des liens forts entre César et lui, un grand-père et son petit-fils, voire même un second père pour César, avec des émotions bien retranscrites et un enfant prêt à bondir sur le con de voisin aveugle au problème du grand-père. Mais ça c'est une autre histoire. Relation aussi avec les autres singes évidemment, où se mêlent crainte, intelligence et respect, et où l'on assiste à une ascension au pouvoir réellement impressionnante et effrayante, montrant des images toutes plus mémorables les unes que les autres et offrant des plans iconiques. J'aurais pu aussi m'attarder sur Anakin Skywalker de la prélogie Star Wars. Et oui, beaucoup se disent déçus, mais pas moi. J'ai même genre zéro problème avec sa romance que tout le monde considère cucu. Alors que moi, m'étant pourtant pris quelques claques, je conserve une vision idyllique de l'amour, donc leur romance, moi, ça me parle. Et m'étant arrivé d'avoir des périodes où je ne savais plus où j'en étais, ce qui fait que je m'identifie de plus en plus aux personnages de comédie romantique, je ne peux que comprendre ce pauvre Anakin. Oscillant entre la tristesse et la colère, ayant ses sentiments manipulés par un trou du cul qui a déjà prévu 17 coups pour t'enculer avant d'entrer dans la pièce, c'est même dingue de constater à quel point tout est indiqué depuis le début. Moi j'adore voir Anakin pleurer, surtout quand il ne dit rien, ça rend la scène encore plus forte et tu vois qu'il va pas bien. Rien que la scène où Padmé et lui sont chacun de leur côté où ils ne disent rien. Cette scène est vraiment d'une grande beauté et d'une grande puissance. On voit qu'il est fragile, on voit qu'il est perturbé, on voit qu'il tue les gens à contre-cœur. Ça le rend intéressant et complexe. Et si vous n'êtes pas convaincu par son jeu d'acteur, bah vous n'avez qu'à regarder en VF. Donc critiquez le jeune Anakin parce que vous le trouvez pleurnichard et tout, moi je le trouve réussi. Et il arrive à me prendre. Bien sûr, je n'oublie pas quand il devient Dark Vador. Clairement le genre de mec qu'il ne faut pas chercher. Mais je vais rester sur ce pauvre Anakin. Au passage, il faut quand même rappeler qu'il est amoureux de Padmé, une fille plus âgée que lui. Ce n'est pas spécialement en soi une qualité propre au personnage, mais on voit tellement de couples où l'homme est plus âgé que la relation Padmé-Anakin nous permet de voir autre chose et c'est bien. De plus, il y a une véritable affinité avec Obi-Wan, ce qui est d'autant plus tragique pour la suite.
J'ai également beaucoup hésité à mettre dans la liste Harrison Davis dans l'excellente série True Calling, un personnage absolument génial, drôle, touchant, qui aide et affectionne énormément sa grande sœur, qui évolue tout en restant fidèle à lui-même. Et bon, de toute façon, la série est géniale avec des personnages vraiment cool. Oui, ça me fait chier de le dire, j'en grince des dents, mais c'est vrai qu'il y a aussi le beau Jack. Non, pas celui-là. Voilà, ce connard de beau gosse de Jack Harper. Ah, très franchement, je trouve que c'est un méchant particulièrement réussi. Mais bon, comme je le déteste, j'avais pas envie de le mettre dans la liste, vous m'excuserez. Bon voilà, je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me passionne, mais comme les vidéos de plus d'une demi-heure c'est chiant, il faut vraiment que je m'arrête. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, un petit j'aime ça fait plaisir, surtout vu combien de temps ça m'a pris pour faire cette putain de vidéo, un petit partage, un petit abonnement, en pensant bien à activer la petite cloche de merde pour bien recevoir toutes les notifications, suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez connaître l'avancement des vidéos, ou pas. Vous pouvez également me faire un don via Paypal ou Tipeee si vous souhaitez que je mange autre chose que des pâtes. Mes livres trop géniaux sont toujours en vente sur lulu.com, j'aime l'argent, tous les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Ciao!